Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir deux esprits brillants. Ola Thunander, professeur émérite à l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, et Rainer Rupp, ancien analyste principal de l'OTAN et espion pour l'Allemagne de l'Est. Ola, Rainer, bienvenue. Ola, Rainer, welcome. Merci. My pleasure. See you again. And thank Ola. Avec plaisir. À bientôt. C'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux ici, parce que j'ai déjà parlé avec chacun de vous séparément. Et d'ailleurs, récemment, Rainer, toi et moi, on a eu une discussion à laquelle Ola a réagi en écrivant un article sur son Substack. Il portait sur un sujet qu'on devrait approfondir aujourd'hui, le parapluie nucléaire américain. Est-ce qu'il existe vraiment? Dans cet article, tu expliquais que beaucoup d'idées reçues à ce sujet sont en réalité assez fausses. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dessus. Mais pour commencer, Rainer, je vais te poser la première question. D'où vient cette idée de parapluie nucléaire? Et quand tu travaillais à l'OTAN, à quel point c'était un sujet important? Let's start with the first question. Where it does come from. Commençons par la première question. D'où vient-elle? Le parapluie nucléaire est intimement, étroitement lié à l'idée de dissuasion. En gros, si je suis frappé, je te frappe en retour. J'ai la domination dans l'escalade. Et si nécessaire, je te réponds avec une arme nucléaire. Mais il faut aussi faire la différence entre plusieurs choses. L'arme nucléaire comme arme de dernier recours. L'arme nucléaire comme outil politique de chantage. Comme Israël le fait déjà depuis un certain temps. Et enfin, l'arme nucléaire comme moyen de dissuasion pour que l'autre, c'est-à-dire l'adversaire, n'ait même pas l'idée d'utiliser la sienne. Ce type ou cet aspect de dissuasion a plutôt bien fonctionné pendant la guerre froide. Relativement bien, même s'il y a eu plusieurs tentatives, surtout venues des États-Unis, de la part de va-t-en-guerre américains qui n'étaient pas satisfaits de ce concept. Pour eux, c'était comme un corset qui limitait leurs idées offensives dans d'autres domaines. L'idée d'origine dans les années 60, au début des années 60, c'était qu'il n'existait même pas la moindre possibilité de se défendre contre une attaque nucléaire de l'autre camp. La situation s'est alors développée sous le terme de destruction mutuelle assurée, ou MAD. En gros, si tu me frappes, je te frappe en retour, et on meurt tous les deux, parce qu'il y avait assez d'armes des deux côtés pour ça. Et cette idée d'une frappe préventive totale contre l'ennemi, c'était justement une peur à l'époque. Du coup, alors chaque camp a doublé, puis triplé ses capacités nucléaires et ses armes d'attaque. Donc, dans le cas où il y aurait une première tentative de frappe de décapitation, on aurait encore assez pour détruire l'ennemi. Et c'est ainsi qu'est née ou qu'a été créée la fameuse triade. Il y avait des armes nucléaires basées sur des sous-marins, d'autres déployés sur Terre et d'autres encore transportés par voie aérienne. Donc si l'un des systèmes échouait, les autres pouvaient toujours fonctionner. L'idée de pouvoir détruire le monde était donc, disons, assez bien perfectionnée. Le problème, bien sûr, dans ce cas précis, c'était les Européens. Au départ, quand les Américains dominaient, ils étaient les seuls à posséder l'arme nucléaire. Et pendant longtemps, nous avons été les seuls à maîtriser une miniaturisation très avancée des armes nucléaires, jusqu'à des charges d'à peine 1 kilotonne, et ainsi de suite. Vous vous souvenez, je crois qu'Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Oui, si ma mémoire est bonne. Je vieillis moi aussi, 15, d'accord. Je veux dire, c'est juste pour se faire une idée. Une kilotonne, c'est, 15, je veux dire, c'était Hiroshima. 15, je crois. 15. 15. Oui, enfin, c'est juste pour donner une idée. Donc, les Européens ont commencé à ressentir, tant que les Américains avaient cette position dominante,
les Européens se sentaient plutôt en sécurité sous ce qu'on appelait le parapluie de dissuasion. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le terme parapluie a été inventé. Et puis un peu plus tard, quand les Russes ont commencé à atteindre le même niveau, ce parapluie de dissuasion, enfin le parapluie nucléaire, a commencé à avoir quelques trous. Surtout quand, comment ça s'appelait déjà, le traité START-1 a été signé, ou le tout premier, je ne sais plus. Bref, l'équilibre existait. Et les Européens, surtout les Allemands, il ne faut pas oublier la situation particulière de l'Allemagne, surtout les Allemands donc, étaient très inquiets qu'en cas de conflit conventionnel, l'OTAN, ou plutôt les États-Unis à travers l'OTAN, n'utilisent pas l'arme nucléaire si les forces conventionnelles venaient à s'effondrer. Forces would collapse. So here we already see something which originally Donc là, on voit déjà apparaître quelque chose qui à l'origine n'existait pas. L'idée que si la défense conventionnelle échoue, on utilise l'arme nucléaire. C'était déjà un nouvel abaissement du seuil d'emploi de l'arme nucléaire dans cette évolution. Et avec la miniaturisation des armes nucléaires, ce seuil est devenu encore plus bas, encore plus facile à franchir. Les Allemands se disaient alors « Ah oui, si jamais il y a vraiment un conflit nucléaire, enfin, un conflit conventionnel qu'on ne peut pas maîtriser. » Et je pourrais d'ailleurs citer ici le document MC 161. Sur la couverture, sur la première page de ce dossier classé « Cosmic Top Secret », un document très volumineux, composé de plus de 40 pièces, on y cite la stratégie soviétique. Et il y est clairement indiqué que l'Union soviétique ou la doctrine militaire soviétique ne repose pas sur une attaque contre l'Europe de l'Ouest. Mais s'il y a un conflit armé et s'il y a une attaque contre un territoire socialiste, il faut s'assurer que la guerre ne se déroule pas et que la destruction ne se produise pas sur un territoire socialiste. C'est évidemment une leçon tirée de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, où la partie occidentale de l'Union soviétique, jusqu'à Moscou, a été complètement détruite. Je veux dire ça ne doit pas se reproduire. Et à cet égard, nous écraserons simplement les Européens. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. Dans cette situation, la direction allemande a commencé à se demander eh bien, quelle serait vraiment la dissuasion nucléaire face à une attaque conventionnelle de ce type si elle devait se produire. Et juste après, au début des années 50, les Américains avaient déployé en Allemagne le missile Honest John. C'était un missile équipé d'une ogive nucléaire dont la puissance pouvait varier, mais qui ne pouvait pas être trop importante, parce que ce missile avait une portée maximale d'environ 25 km. 25 km avec une charge utile maximale de... Attendez, je l'ai noté quelque part. Voilà, entre 2 et 30 kilotonnes. Donc en gros, la charge la plus faible faisait 2 kilotonnes, la plus forte 30, pour une portée d'environ 15 000, c'est-à-dire 25 km. Alors bon, si vous voyez ce que je veux dire, en 1960-61, une version améliorée du Honest John a été mise en service avec une portée maximale d'environ 48 à 50 km. Il avait un moteur plus puissant, enfin un moteur fusée plus puissant. Et il pouvait, attendez, je crois qu'il pouvait emporter jusqu'à 100 kilotonnes. Mais à 100 kilotonnes, il n'atteignait plus la portée maximale, ces fameux 50 km. Donc, en fait, c'était très risqué pour l'entreprise qui fabriquait le missile d'exploiter un engin pareil. Mais c'était le standard américain, le standard de l'équipement nucléaire des Américains et de la Bundeswehr, avec bien sûr des différences entre les forces américaines et la Bundeswehr.
La Bundeswehr ne pouvait pas utiliser les armes nucléaires comme elle le voulait. Il fallait toujours l'accord des Américains, ainsi que la clé pour armer chaque ogive nucléaire. Mais au total, il y avait plus de 700 de ces ogives nucléaires tactiques déployées avec les missiles Honest John correspondants. Et ça a continué, je crois, jusque dans les années 70. Attendez, il faut que je vérifie. Le missile Lance, équipé d'une ogive nucléaire, a ensuite été introduit. Il avait une portée d'environ 120 à 130 km, avec une charge maximale de 100 kilotonnes. Et ce missile, le Lance, a été mis en service en 1972. Et les derniers Lance, en fait, ont été retirés du service en Allemagne après 1995. Oh my God. Mon Dieu. Mais je peux juste poser une question. Ça veut dire que toute la stratégie de ce parapluie nucléaire, de ces missiles nucléaires, c'était d'atteindre au mieux l'Allemagne de l'Est et de provoquer des retombées là-bas. Et Ola, je crois que tu écris justement là-dessus, non? Le principe même, c'était que si on en arrivait à une escalade nucléaire, ça signifierait l'anéantissement de l'Allemagne et en fait de toute l'Europe centrale. Et l'Europe de l'Est, hein? Si on repoussait les Russes jusqu'en Allemagne de l'Est, jusqu'à la frontière, je veux dire, les Russes ne disparaîtraient pas pour autant. Et puis la Pologne et tous ces bons amis des Américains, tous ceux qui sont aujourd'hui de bons amis des États-Unis, n'existeraient même pas si ça s'était vraiment produit. Il est clair qu'ils attaqueraient le territoire polonais en frappant le deuxième échelon des forces soviétiques qui arrivent, et ainsi de suite. Mais malgré tout, les premières attaques viseraient le territoire allemand, d'abord l'Allemagne de l'Est, mais aussi l'Allemagne de l'Ouest. Parce que, en principe, la guerre commencerait au moment où les forces soviétiques entreraient en Allemagne de l'Ouest. Donc, la destruction se concentrerait principalement en Allemagne. Vous n'avez même pas abordé, et moi je n'ai même pas mentionné, les soi-disant mines nucléaires qui étaient toutes déployées à environ 30 km de la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, une zone également contrôlée par les États-Unis. J'ai aussi parlé avec un ancien commandant en chef de BALTOPS, le commandement des approches baltiques de l'OTAN. Il m'a dit qu'ils avaient des forces spéciales avec des sacs à dos transportant des armes nucléaires. Et j'ai eu l'impression qu'ils n'iraient pas très loin. Il y a une limite à la distance qu'on peut parcourir en courant avec une arme nucléaire et à la possibilité de revenir, si je puis dire. Donc, c'était une politique suicidaire. Je me souviens aussi que la Suède développait des armes nucléaires dans les années 50 et au début des années 60. Et ce programme a été arrêté, je crois, quelque part au début des années 60. Mais en réalité, la décision officielle, je crois, date de 72. Le développement, lui, s'était déjà arrêté au début des années 60, si je ne me trompe pas. Et l'un des responsables les plus sérieux du ministère de la Défense en Suède expliquait aussi que le parapluie nucléaire, c'est-à-dire que les États-Unis protégeraient la Suède sous ce parapluie nucléaire, avait conduit la Suède à abandonner son programme d'armes nucléaires. C'était ça l'idée. Mais en Norvège, on retrouvait la même logique. On ne pouvait pas. Et Reiner a expliqué dans votre dernière interview qu'aucun des exercices de l'OTAN, ces exercices Vintex, ne prévoyait d'attaque contre l'Union soviétique. Et bien sûr, les Américains savaient que si vous attaquiez l'Union soviétique, elle riposterait directement contre les États-Unis. Les Américains préféraient donc que le combat se déroule en Europe.
Et c'était la même chose, bien sûr, dans le nord de la Norvège. Le comté de Finnmark, tout au nord du pays, était la zone que l'Union soviétique prévoyait d'occuper en cas de guerre majeure, parce qu'elle craignait des attaques contre les bases de la péninsule de Kola. Ces bases stratégiques sur la péninsule de Kola, les bases de sous-marins, les bases aériennes, les bases de missiles, étaient absolument vitales pour l'Union soviétique. Donc, ils auraient avancé dans le comté de Finnmark. Et bien sûr, c'est une partie de la Norvège, et la Norvège aurait tenté de se défendre contre une attaque soviétique sur le Finnmark. Mais la ligne de défense principale ne se trouvait pas là. La grande ligne de défense du côté norvégien était plutôt près de Troms, en fait, dans le comté voisin. Ils savaient donc que les Soviétiques allaient prendre le Finnmark, en fait. Ils ne pourraient pas vraiment le défendre. Mais les armes nucléaires devaient être utilisées contre les troupes soviétiques entrant dans le Finnmark. J'ai un ami qui était là-bas, avec des spécialistes français de la défense, et ils ont étudié la question. Vous savez, le Finnmark, c'est une région immense, avec presque personne qui y vit. Et ils ont dit, c'est un endroit idéal pour l'emploi d'armes nucléaires. Mais le problème, évidemment, c'est que les Norvégiens n'étaient pas très enthousiastes à l'idée qu'on utilise des armes nucléaires sur leur territoire. Surtout pas les Lapons. Mais c'est assez important, en fait. J'ai aussi fait quelques recherches sur les pays neutres et la bombe, vous savez, et la Suède n'était pas la seule. Les Suisses, eux aussi, travaillaient sur une bombe dans les années 50 et 60. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ont fini par abandonner. Mais l'une des plus importantes, c'est qu'au milieu, puis à la fin des années 60, l'armée suisse a commencé à comprendre que sa doctrine militaire, celle qui disait que les armes suisses ne seraient utilisées que sur le sol suisse, posait un vrai problème. La doctrine, c'était « on ne les utilisera jamais à l'extérieur, uniquement à l'intérieur du pays ». Ce qui veut dire que si vous développez des armes nucléaires, vous bombarderiez votre propre territoire. L'idée, c'est que jusqu'au milieu des années 60, les gens ne comprenaient pas vraiment ce que ça voulait dire, bombarder un endroit avec une arme nucléaire. En gros, ça veut dire détruire cette zone de façon permanente, avec toutes les conséquences des retombées radioactives. Donc, en réalité, au début de la guerre froide, le fameux parapluie nucléaire reposait sur une idée un peu différente. Non. Les armes nucléaires, c'est juste l'étape suivante des armes conventionnelles. Et on s'en servirait contre les armées ennemies qui avancent. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un parapluie, n'est-ce pas? C'est plutôt une capacité de contre-attaque. Et c'est encore plus clair. On pourrait dire, quand on regarde les missiles Nike, c'était des missiles de défense aérienne. Il y avait des batteries Nike autour d'Oslo, autour de Copenhague, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Et elles étaient équipées d'ogives conventionnelles. En Norvège, du moins, c'était le cas. Mais ça, c'était en temps de paix. C'était juste pour faire semblant de défendre Oslo. Et on disait aux responsables politiques que c'était ce qu'on voulait. Et du côté militaire aussi, on expliquait à beaucoup d'officiers que ces missiles serviraient à défendre la Norvège contre des attaques aériennes russes venant de l'Union soviétique. C'est ce qu'on croyait à l'époque. Et un ami à moi, qui dirigeait ces systèmes de missiles en Norvège, et qui est ensuite devenu chef du renseignement militaire norvégien, Alfred Berg, m'a dit oui, on avait bien des dépôts pour les armes nucléaires sur ces batteries Nike. Et elles étaient prévues pour être utilisées en temps de guerre. Donc en réalité, on faisait juste semblant d'utiliser des armes conventionnelles. Parce que le but de ces missiles Nike, c'était d'abattre les vagues de bombardiers soviétiques, les bombardiers nucléaires qui se dirigeaient vers la Grande-Bretagne.
going towards Britain. And they were, like birds, Et ils étaient, vous savez, comme des oiseaux. Ils volaient en grand nombre. On pourrait croire que si on essayait de les abattre, on en toucherait un ou deux, mais que la plupart passeraient quand même. Mais si on utilisait des armes nucléaires, on détruirait toutes ces nuées de bombardiers nucléaires soviétiques en route vers la Grande-Bretagne. Ce qui veut dire qu'on tirerait toutes ces armes nucléaires juste au-dessus de nous et que les retombées radioactives nous retomberaient dessus. Et ça, c'est loin d'être idéal. Alors je me suis mis à penser à ce fameux parapluie nucléaire. En réalité, la pluie radioactive viendrait de l'intérieur du parapluie. C'est donc l'inverse de ce qu'il est censé faire, si on peut dire. Rainer, franchement, c'est complètement fou. Mais enfin, c'était bien la planification de l'OTAN, non? Ces gens-là ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient en réalité de la destruction nucléaire de l'Europe en élaborant ce genre de stratégie de défense. Je pense qu'ils savaient que si ça arrivait, ce serait fini. Mais lors de mes premières participations aux exercices Wintex, j'ai été vraiment surpris. Dès le moment où, pour moi, c'était la première fois, une seule arme nucléaire tactique tombait sur l'Europe de l'Est, l'exercice s'arrêtait aussitôt. Inta, pourquoi Poids? J'ai posé cette question. Personne n'a su me répondre. Un soldat plus âgé, j'étais encore un jeune homme à l'époque, l'un de ces officiers de la commission militaire m'a répondu parce que, au quartier général de l'OTAN, selon l'organisation, la partie politique domine, donc ce sont des civils. Mais comme on traite de questions militaires, il y a aussi un comité militaire pour chaque pays, un état-major militaire et un état-major militaire international au sein même du quartier général de l'OTAN. Les experts militaires, la plupart du temps, sont soit des spécialistes de la stratégie, soit issus du renseignement militaire. Et dans le cas des personnes avec qui je travaillais pendant Wintex, dans le groupe de renseignement opérationnel, la plupart venaient justement du renseignement militaire. Leur grade allait de lieutenant-colonel à colonel, parfois même un général. Et donc, l'un de ses collègues plus âgés, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit « Bon, qu'est-ce qui resterait à discuter alors ?» Il m'a répondu « Laisse-moi finir. » « D'accord. » Je veux dire, si une seule arme nucléaire tactique tombe, l'Europe sera de toute façon détruite. Alors pourquoi continuer? Parce que les Russes riposteraient, donc mieux vaut ne pas en parler. Il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Plus j'en ai appris au fil des années sur ce sujet, plus, oui, c'est assez sombre d'imaginer la suite. Même si l'Allemagne était détruite, on pourrait encore vivre en France, par exemple. Donc c'est assez... Enfin, c'était... Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du parapluie nucléaire, il y a beaucoup de débats à ce sujet. Si les États-Unis ne venaient pas vraiment à notre secours, alors peut-être que le parapluie nucléaire français pourrait... Enfin, vous voyez l'idée. Mais je pense que c'est en réalité une mauvaise compréhension de la différence de puissance. La France serait détruite s'il y avait une guerre nucléaire entre la France et la Russie. Je veux dire, la Russie a un peu plus de territoire que la France. Et la France a beaucoup de populations concentrées dans différentes zones. Ce serait une destruction énorme. Et on ne pourrait pas, donc en pratique, c'est impossible. Absolument impossible. Absolutely. This is in fact the point of I mentioned originally three reasons for having nuclear weapons. One is the ultimate weapon. I mean the weapon of last resort. If all fails, if your country's
is about to be annihilated anyway, or your state is to be annihilated. That is all, of course, a matter of perception of the political elites or if it is the people. Anyway, we're not discussing that. But in the case of your state is about to be annihilated, you then que vous êtes prêt à vous suicider, mais en l'emportant. to commit suicide. But you take him with you. That's basically what the French and the Brits. C'est en gros ce que font les Français et les Britanniques. Et c'est aussi ce que certains idiots allemands essayent maintenant de nous faire croire. Parce qu'on ne peut pas... Enfin, avoir un parapluie nucléaire français, c'est complètement absurde. Si on ne fait pas confiance au parapluie américain, comment pourrait-on croire que les Français accepteraient de se suicider pour les Boschs, comme beaucoup de Français considèrent encore les Allemands? Hein? Impossible. C'était à l'époque du déploiement des missiles Pershing et Cruise au début des années 80. Les Français ont alors essayé de revenir un peu dans la discussion stratégique. Même s'ils étaient militairement en dehors de l'OTAN, beaucoup de gens l'ont oublié, ils faisaient toujours partie de l'Alliance. Ils participaient à toutes les autres structures de l'OTAN, sauf à la planification militaire intégrée. Parce que De Gaulle avait décidé qu'aucun soldat américain ne devait combattre mieux sous le commandement d'un non-américain. Non, français. Aucun soldat français. Donc, il ne faisait pas partie de la planification militaire intégrée. Mais il voulait quand même revenir davantage dans la discussion politique et stratégique, notamment à propos de ce qu'on appelait la modernisation nucléaire. Alors ils ont créé une phare, une force armée rapide ou quelque chose comme ça, une force de déploiement rapide censée avancer jusqu'à la frontière allemande. Et ils ont essayé d'intégrer aussi cette idée dans la planification allemande et celle de l'OTAN. En gros, ils restaient en dehors de la planification de l'OTAN, tout en cherchant une porte dérobée pour y entrer. Et le commandant de cette force allait d'ailleurs assez souvent à l'OTAN. Quand j'étais à Paris pour une autre affaire, il m'a invité à déjeuner. Je lui ai demandé, « Tu penses vraiment que cette force, l'armée rapide, qui devait aussi être équipée d'armes nucléaires tactiques mobiles, c'était ça, l'idée, les déployer face à la RDA à la frontière allemande, tu crois vraiment que la France utiliserait l'arme nucléaire pour défendre l'Allemagne ?» Il m'a répondu, « Non, je ne peux pas l'imaginer, ça n'arrivera jamais. » Pourquoi? Eh bien, il a ajouté, « Ce ne serait possible qu'à une seule condition, que je ne peux pas imaginer non plus. Ce serait que les intérêts français, politiques, économiques, culturels, soient tellement imbriqués avec ceux des Allemands qu'on ne puisse plus les distinguer. Et ça n'arrivera jamais. » Et maintenant, ils y réfléchissent. Je pensais à l'Europe du Nord. Au début des années 90, on avait invité des soviétiques, ou plutôt d'anciens soviétiques, aujourd'hui des généraux russes. L'un d'eux avait dirigé la planification du district militaire de Leningrad de 76 à 86, sauf pendant 2 ou 3 ans, où il commandait les forces en Afghanistan. Son point de vue, c'était que pour défendre Leningrad, pour protéger les bases de la presqu'île de Kola et les communications entre les deux, les chemins de fer et tout le reste, il fallait prendre la Finlande et le Finnmark, au nord de la Norvège. Donc, toute la Finlande. Les préparatifs des forces du district militaire de Leningrad visaient avant tout à prendre la Finlande. Mais selon lui, il ne fallait pas prendre la Suède, ni la Norvège, en tout cas pas au sud ni à l'ouest du Finnmark. Et c'était ça, l'idée. Ou plutôt, il devait essayer de détruire les bases. Alors je lui ai demandé, mais si les Américains utilisent des bases aériennes suédoises qui faisaient partie des plans dans les années 60, l'idée d'utiliser des bases suédoises, et que cela devait se faire dès le tout premier jour de la guerre.
Il m'a répondu qu'il détruirait ses bases suédoises ainsi que les bases aériennes norvégiennes. Et bien sûr, on ne détruit pas une base aérienne avec des armes conventionnelles aussi facilement. Il faut un bombardement permanent de ces bases, et dans ce cas, on perdrait énormément de bombardiers, de forces de bombardement. Donc, en pratique, ça voulait dire qu'il devait éliminer ces bases avec des armes nucléaires. Et quand Olof Palme est arrivé au pouvoir en 1969, il semble qu'il se soit détourné de cette politique. Il avait compris en fait qu'en agissant ainsi, on se transformait soi-même en cible. Et il était évident qu'il fallait éviter ce genre de situation. Le problème pour les Américains et les Britanniques, c'est qu'ils avaient besoin du territoire suédois. Ils avaient besoin de la Suède comme d'un porte-avions insubmersible pour assurer une couverture aérienne au-dessus du front central, pour ouvrir les défenses aériennes dans les républiques baltes de l'époque et pour permettre aux forces aériennes stratégiques de frapper Moscou et Saint-Pétersbourg, Leningrad. Alors ça, c'était... Enfin, comment on fait ça? Les Russes, ou plutôt les Soviétiques, savaient très bien que s'ils attaquaient la Suède, l'aviation américaine interviendrait immédiatement. Donc, ils n'allaient pas attaquer la Suède. Et ça, c'était un vrai problème. Bien sûr, les Américains devaient trouver un moyen pour que les Soviétiques attaquent la Suède afin de pouvoir utiliser le territoire suédois. Et je pense que c'était là le point central. Cette histoire de sous-marins, où on faisait croire qu'il s'agissait de sous-marins soviétiques, alors qu'en réalité, c'était de petits sous-marins occidentaux, présents là depuis longtemps, mais qui cette fois s'étaient montrés. Pour atteindre les bases aériennes suédoises, est-il utilisé des sous-marins occidentaux? Oui. To get to the Swedish air bases, they used Soviet submarines. Oui, mais le problème, c'est que ce n'était pas soviétique. Enfin, je veux dire, c'était bien un sous-marin soviétique. Mais en réalité, c'était... Je dois expliquer quelque chose pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est une blague interne. En fait, Ola est le plus grand expert mondial sur ce qu'on a appelé la panique des sous-marins, qui s'est développée dans les années 70 puis 80 en Suède. À l'époque, on signalait des sous-marins au large du pays, et tout le monde s'écriait « Oh mon Dieu, les Russes, les Russes !» Mais il s'est avéré que la plupart de ces sous-marins, sauf peut-être un tout au début, étaient en réalité très probablement des sous-marins de l'OTAN. Le but, c'était d'effrayer les Suédois, qui ne faisaient pas partie de l'OTAN, pour les pousser à commencer à planifier avec l'Alliance ce genre de scénario. Voilà, c'est un peu la blague interne dont on parle ici. Oui, les Suédois ont dû s'adapter et ils n'avaient pas compris que ce qu'il fallait vraiment défendre, c'était la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les pays situés entre les deux comptaient moins, en réalité. Donc, c'était enfin la même logique que lorsqu'on parle de la question nucléaire et de la destruction de l'Allemagne qui a été totalement anéantie. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire aussi que les bases aériennes suédoises seraient détruites par des armes nucléaires. Et parce que toute l'idée avec les sous-marins, c'était de faire croire aux Suédois. Enfin, d'abord, c'était une opération psychologique en temps de paix, mais aussi et surtout en temps de guerre. L'objectif, c'était de faire croire à la population que le sous-marin britannique qui arrivait avec des forces spéciales à bord, ce qu'il faisait d'ailleurs régulièrement, très discrètement, en s'entraînant avec les réseaux de résistance, allait éliminer les dirigeants politiques ou les responsables militaires qui n'étaient pas alignés. En gros, on éliminait toute cette direction, une sorte de décapitation, si on veut. Et ensuite, évidemment, la Suède se ralliait aux États-Unis du jour au lendemain. C'était très efficace.
Et bien sûr, tout ça n'était pas vraiment public, disons-le comme ça. Rainer, Dans le débat sur la dissuasion, on a laissé de côté une partie importante de l'histoire, parce qu'on est passé d'Honest John à Lance, et ainsi de suite, mais les Allemands, eux, n'étaient pas vraiment satisfaits de cette configuration. Et c'est Helmut Schmidt, considéré comme l'un des meilleurs chanceliers allemands, qui a eu l'idée, après en avoir d'abord parlé avec Giscard d'Estaing et avec Callaghan, son homologue britannique, qu'il fallait une nouvelle arme nucléaire américaine, modernisée, de portée intermédiaire, stationnée en Europe. Les pays de l'OTAN situés le long des frontières, avec la capacité d'atteindre Moscou et au-delà. Donc un missile de portée moyenne, jusqu'à environ 5000 km. Et c'est cette crainte, celle que l'Allemagne puisse être détruite par ce type d'arme nucléaire américaine à courte portée, en cas d'attaque conventionnelle. Death. Was augmented by the fact that the American president at the time, Carter, le président américain de l'époque, Jimmy Carter, était considéré comme un pacifiste, opposé aux armes nucléaires. Et en cas de conflit avec l'Union soviétique, cela soulevait encore plus de doutes. Un grand point d'interrogation dans les médias allemands, dans les débats politiques allemands, sur la fiabilité réelle du parapluie nucléaire américain. Alors, en 1979, il y a eu cette conférence. So in 1979, there was this conference between these four heads of states. Et entre ces 4 chefs d'État, enfin ces 3 Européens que je viens de citer, et Jimmy Carter à la Guadeloupe, dans cette station balnéaire, l'ambiance était très détendue. En maillot de bain, avec des serviettes, ils parlaient d'armes nucléaires. Et le résultat, c'est que... Comment s'appelait-il déjà? Schmidt, Helmut Schmidt, a obtenu gain de cause. Avec Giscard d'Estaing et Callaghan, ils ont mis la pression sur Carter. Et Carter, bien sûr, n'était pas entouré de pacifistes, mais il faut se rappeler qui était son conseiller à la sécurité nationale, ce polono-américain, Brzezinski, un homme qui détestait les Russes et ne cessait de les harceler. Et donc, de tout cela est née une décision politique, prise en 1979. L'OTAN allait moderniser ses forces nucléaires à moyenne portée. 106 missiles Pershing II, développés et modernisés pour cet objectif précis. Le Pershing I existait déjà, mais le Pershing II devait aller plus loin et plus vite, avec la capacité d'atteindre Moscou en 10 minutes. C'était clairement indiqué. Et il y avait aussi un peu plus de 500 missiles de croisière, eux aussi à tête nucléaire, déployés, si je me souviens bien, depuis les Pays-Bas et la Belgique jusqu'à l'Italie. Les pays scandinaves, eux, n'y ont pas participé. Je ne me souviens plus des autres pays. Bref, au total, on parlait encore d'environ 700 armes nucléaires tactiques prêtes à l'emploi. Ensuite, Carter n'a pas eu de second mandat et Ronald Reagan est arrivé au pouvoir avec les néoconservateurs, des néoconservateurs très très bellicistes. À l'origine, ce que Helmut Schmidt et ses conseillers militaires allemands avaient imaginé ou mis en place, c'était une sorte de lien plus fort entre l'usage des armes nucléaires en Europe et l'augmentation de la menace pour les forces américaines, voire pour le territoire américain lui-même, en frappant le territoire russe. By hitting Russian territory, that idea was then perverted by... Cette idée a ensuite été pervertie par les néoconservateurs, par Wolfowitz, Perl, le Prince des Ténèbres et d'autres, parce qu'ils ont vu une opportunité dans les capacités du Pershing II. Ces 104 Pershing II avaient une précision extrême, je veux dire, une Treffsicherheit, comme on dit là-bas,
une précision d'environ 10 mètres. Il n'était donc plus nécessaire d'utiliser d'énormes charges nucléaires de plusieurs kilotonnes pour détruire un poste de commandement ou un complexe de missiles, et ainsi de suite. Ils ont vu là la possibilité de réaliser leur vieux rêve, une frappe de décapitation contre les systèmes soviétiques de commandement, de contrôle et de communication. Et donc au final, l'armée rouge se serait mise à courir comme une poule déjà décapitée. J'ai grandi à la campagne, je l'ai vu, courant encore dans la cour avant de s'effondrer. Plus personne n'est vraiment capable de prendre une décision. La population russe s'attendait à voir arriver des libérateurs en Irak, en Syrie et ailleurs. C'était ça l'idée au départ. Mais cette question a été complètement détournée et à cause de ça, on a aussi vu apparaître en Allemagne ce mouvement antinucléaire, entre autres. Je pense qu'aujourd'hui, on retrouve un parallèle avec ce qui nous a ensuite mené à la crise d'Able-Archer, celle de 1983. Et maintenant, on voit une nouvelle évolution qui semble presque répéter le même schéma. Si Trump ne tient pas vraiment parole quand il dit que ces nouvelles armes doivent être déployées, je crois, d'ici l'été prochain, de nouveaux missiles de portée intermédiaire capables d'atteindre Moscou en quelques minutes et même au-delà, eh bien, c'est Biden qui a poussé Scholz, le chancelier Scholz, dans cette direction. Oui. Aucune discussion au Parlement, rien du tout. Et là, ça me fait tout de suite penser à l'armement nucléaire des missiles antiaériens Nike. Biden a dit d'accord, oui, mais ces missiles ne seront armés que de manière conventionnelle. Ils ne seront armés que de manière conventionnelle. Et mon bon ami Ted Postol a dit, c'est complètement absurde. C'est idiot parce qu'avec un armement conventionnel, ils ne servent à rien. C'est évident que, une fois qu'ils seront là, on y mettra les armes nucléaires tactiques. Now, what happened in 1983? We had the crisis, and a crisis, a perception crisis, admittedly, but a serious perception crisis, and not which brought us to the edge of a nuclear war, where the Russians actually were thinking out of this Able-Archer maneuver, out of the movement. The Americans would do that, implement the decapitation strike of which they've been swashbuckling so much, and they were prepared to take these out in a preemptive strike with also tactical nukes to get the way before they could start. Now, we're going to see, the possibility of a repetition, or at least that the groundworks for a repetition of such a crisis would be laid if we agree or if we deploy these kind of missiles in Germany, is for me very obvious. Why shouldn't the Russians react differently? Yeah. And also before accepting the decapitate the Germany, full stop. Si vous n'avez que 10 minutes pour réagir, la tentation de frapper en premier est très forte dès qu'on perçoit la moindre menace d'une possible attaque. Mais Ola, je vous laisse réagir à ce que vous venez d'entendre. Non, je veux dire, avant, dans les années 70 et aussi en grande partie dans les années 80, c'était les Américains qui pensaient avoir la supériorité dans l'escalade. Ils croyaient qu'en dernière analyse, c'est eux qui auraient la carte maîtresse. Le problème, c'est que ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec les missiles hypersoniques russes extrêmement rapides. Les Américains ne peuvent rien faire contre eux, alors que les Russes, eux, peuvent peut-être abattre des missiles américains. Donc la situation en matière de supériorité dans l'escalade s'est complètement inversée. Et psychologiquement, ça veut dire que les Américains se retirent en fait d'Europe, parce qu'ils comprennent qu'ils n'iraient jamais dans une guerre qu'ils risqueraient vraiment de perdre. Mais, si je peux juste ajouter un point, parce que dans votre dernière interview, vous signez something Broward that is vague, Gross Airlines 007, et ce terme with the use of the Korean Airlines 007. And this was
you brought up how the bomber Vous avez évoqué les forces de bombardier, celles que Ben Fisher décrit maintenant très clairement, comme vous l'avez mentionné. Ils se dirigeaient vers le territoire soviétique, au nord, et ils pouvaient le faire régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, ou quelque chose comme ça. Puis, vous avez reçu le rapport indiquant que le satellite avait détecté les nœuds de communication. C'est ce qui, bien sûr, dans une vraie situation de guerre, aurait été détruit. Et ensuite, il y a eu la même chose avec le vol de la Korean Airlines 007, quand en 1983, il est passé d'Anchorage au-dessus du Kamtchatka et de Sakhalin, en fait, avant d'être abattu par les Soviétiques. Et c'était une ligne aérienne régulière. Le problème, c'est que vous aviez reçu le rapport sur les nœuds de communication à l'est, autour du Kamtchatka, et ainsi de suite. around Kamchatka and so on. And the two, a couple of points there. Firstly, Il y a plusieurs points importants là-dedans. person in the Une personne de la National Security Agency, qui occupait un poste très central, a expliqué qu'ils avaient envoyé depuis la base du nord du Japon, j'ai oublié le nom, la base de la NSA donc, des messages à la Maison-Blanche. Ils savaient exactement ce qui se passait, 2 heures avant. Ils suivaient les communications. Ils ont envoyé 3 messages à la Maison-Blanche avec la plus haute priorité. Et il y avait largement le temps pour les Américains d'empêcher que ça arrive. Les possibilités étaient très claires. Ils auraient pu facilement stopper toute l'affaire, parce que la communication a duré, je crois, jusqu'à 2 heures, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, pour une raison ou une autre, on peut dire que Reagan, à ce moment-là, était en Californie. for some reason now you could say Reagan was in California at the time, and also Et puis, je crois que son conseiller à la sécurité nationale était aussi en Californie. Mais malgré ça, il y avait largement assez de temps pour empêcher ce tir, et ils ne l'ont pas fait. Le deuxième point, c'est qu'il y avait eu un autre vol de la compagnie Korean Airlines, 5 ans plus tôt. Celui-là n'était pas passé au-dessus de la base ultra-secrète de Petropavlovsk, au Kamtchatka, mais au-dessus de Mourmansk. Et la procédure avait été presque la même, sauf que cet avion-là s'était posé sur un lac, et les passagers avaient survécu. Donc voilà. Et il faut savoir que Korean Airlines entretenait certains liens particuliers avec des gens du milieu du renseignement. Mais je pense que, et c'est mon troisième point, en Suède, il s'est passé la même chose. Les systèmes radars de la Baltique ont été visés avec un avion suédois qui n'avait pas encore été intégré dans l'armée de l'air suédoise. that was not yet introduced into the Swedish Air Force. That was from the Saab aircraft company. Ça venait de la société aéronautique Saab. Pour une raison ou une autre, l'appareil s'est dirigé vers les États baltes et a mené une attaque contre eux. Et ils savaient que, cette même semaine, la partie opérationnelle de l'armée de l'air soviétique était en manœuvre dans l'Oural. Alors ils ont profité de cette occasion particulière pour aller dans la région baltique, tester les radars, les nœuds de communication et tout le reste. C'était, je crois, au milieu ou à la fin des années 70, plutôt au milieu, sans doute. Et il était très clair qu'ils utilisaient ces avions civils à cette fin. Un grand nombre de personnes sont mortes à cause du tir qui a abattu l'appareil. Et je pense que c'est un schéma, on peut l'appeler comme ça. C'était vraiment, enfin les gens aux États-Unis, y compris le directeur de la National Security Agency, savaient parfaitement ce qui se passait. The chief of the National Security Agency and so knew perfectly well what's going on. Rainer, est-ce que tu penses que l'OTAN jouait vraiment avec des avions civils pour provoquer l'Union soviétique? Rainer? No, I think Non. Je pense que toute personne qui croit ça, que quelque chose comme ça ait pu venir de l'OTAN, du siège de l'OTAN, ne comprend pas comment cette organisation fonctionne. Parce qu'il y a des comités, et à l'OTAN, très souvent, il y avait des gouvernements qui n'étaient pas d'accord avec les Américains ou avec telle ou telle position. On ne pouvait pas avoir une décision de l'OTAN sur un sujet comme celui-là. Comme je l'ai toujours dit, c'était impossible pour l'OTAN d'avoir un plan d'attaque ou de décider d'un plan offensif contre l'Union soviétique.
parce qu'il y aurait toujours eu au moins un gouvernement membre de l'OTAN qui s'y serait opposé. Donc, ça ne pourrait pas se produire comme un acte officiel, comme l'opération Barbarossa. Ce genre de choses n'aurait pas pu être fait au sein de l'OTAN. Mais dans l'OTAN, chaque pays membre a sa propre ambassade, sécurisée, y compris par l'OTAN elle-même. Elle se trouve dans l'enceinte de l'OTAN. Cela permet donc de nombreuses discussions bilatérales, trilatérales, des échanges confidentiels et ainsi de suite qui ne concernent pas directement l'OTAN. Donc, ce genre de choses est possible. Et si quelqu'un disait ensuite, à l'OTAN, nous avons discuté de... Cela ne pourrait être que de ce type-là, mais pas une décision de l'OTAN, pas une décision prise dans un comité de l'OTAN. Non. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non. Je crois que quand j'ai parlé avec vous, vous vouliez peut-être dire Vigilek Eid, qui était président du comité militaire de l'OTAN au début des années 90, vers cette période-là. Early 1990s, around 1990. 3 ans, peut-être 4. Et il a dit que pour les choses vraiment secrètes, comme le sous-marin dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour ce genre d'opération, ça ne pouvait jamais être une opération de l'OTAN, parce que c'était trop secret pour être mené dans le cadre de l'Alliance. C'était américain. To run within the framework of NATO. This was US operation together with single countries. Une opération américaine menée avec certains pays, et il faisait des choses vraiment très sales. Maintenant, Rainer a disparu. Je crois que sa connexion devient de pire en pire, malheureusement. Rainer est... Je crois qu'il revient. Un instant. Voilà, tu es de retour. Bonjour Rainer. De toute façon, on arrive à peu près à l'heure, mes amis. Alors j'aimerais peut-être, pour conclure, avoir un dernier mot de vous deux sur cette idée de parapluie nucléaire et aussi sur la protection de l'OTAN. Ça a toujours été une arme à double tranchant, non? D'un côté, oui, on peut vous protéger peut-être, et de l'autre, non, ça vous détruira si on s'en sert. Oui, c'est clair. Je veux dire, je pense que ce parapluie nucléaire et l'idée d'utiliser des armes nucléaires en Allemagne ou en Norvège, c'est très clair. Ça montre que l'objectif, c'est de défendre, mais au fond, c'est de défendre la Grande-Bretagne. Ce n'est pas l'Europe continentale, et l'Europe continentale serait en grande partie détruite. René, est-ce aussi ton analyse que la stratégie en gros consistait à sacrifier l'Europe centrale pour servir les intérêts du Royaume-Uni et des États-Unis? Eh bien, c'était la stratégie autrefois, et je pense que cette stratégie est remise en question depuis un bon moment déjà. En réalité, les choses s'en éloignent. Une fois que les Américains sortent de l'équation, et à mes yeux, ils en sont déjà sortis, ils ne sont plus prêts à l'époque de la guerre froide, même en Allemagne, on devait poser la question quand on voulait remettre en cause le parapluie nucléaire. On demandait aux Américains, « Êtes-vous prêts ?» Berlin contre Boston. Si les Russes prenaient Berlin, vous aviez promis d'utiliser l'arme nucléaire. Mais étiez-vous vraiment prêt à risquer Boston en échange? Voilà, Berlin contre Boston, c'était l'expression qu'on utilisait. Alors, toute cette histoire du Berlin pour Boston, ce genre de choses, je pense que c'est fini. Le vrai danger maintenant, c'est que certains esprits un peu confus, en Allemagne ou en Europe, surtout en Allemagne, essayent de se glisser sous un autre parapluie nucléaire, celui des Français ou des Britanniques, ou même de développer une force nucléaire européenne. Mais soyons clairs, une force nucléaire européenne, ce serait encore les Britanniques ou les Français. Et encore une fois, est-ce que les Britanniques seraient prêts à sacrifier leur île pour défendre la France ou l'Allemagne, et ainsi de suite?
faut pas rêver. Ils n'ont pas la profondeur stratégique nécessaire pour menacer d'utiliser l'arme nucléaire. Leur seule menace possible, ce serait le suicide national. Eh bien, si vous utilisez des armes nucléaires, si la Russie, regardez, les États-Unis et la Russie, ou l'Union soviétique à l'époque, ont fait leurs premiers essais nucléaires de plusieurs kilotonnes sur leur propre territoire, à ciel ouvert. Et il ne s'est rien passé, vous voyez. Même si vous rasez Moscou avec une arme nucléaire, je veux dire une grande ville, et que vous vous préparez à un massacre de masse, la Russie continuera d'exister. Si vous faites disparaître Paris, la France, elle ne survivra pas. C'est pareil pour l'Allemagne. Voilà la différence, et il faut que les gens le comprennent, mais je crois qu'ils ne veulent pas. Enfin bref, vous connaissez le dicton chinois, nous vivons une époque intéressante. C'est vrai, mais ce serait bien si on arrivait à convaincre ces fous à Berlin, à Paris et à Washington que la seule façon de gérer les armes nucléaires, c'est de s'assurer qu'elles ne soient jamais utilisées. Mais on en est encore un peu loin. Les Russes et les Chinois, je pense, en sont déjà là, parce qu'ils ne cessent de le répéter, elles ne doivent jamais être utilisées. Et on apprend aussi de nouvelles choses maintenant, à travers la guerre en Iran, où un État non nucléaire parvient à se défendre avec succès contre deux puissances nucléaires. Mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. Je voudrais remercier tous les deux pour vos analyses et pour cette discussion à la fois historique et actuelle. Ola Thunander et Rainer Rupp. À la prochaine. Merci beaucoup.